Bonjour tout le monde, bon après-midi ou bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous voir tous et toutes participer à ce séminaire. Bienvenue à ce webinaire intitulé La lutte contre le VIH-Sida chez les communautés autochtones, les voies à suivre. Je m'appelle Darrell Tan, je suis d'origine chinoise. Je vis au Canada, particulièrement à Toronto, et c'est le territoire de beaucoup de communautés autochtones. Je suis également membre du conseil qui gouverne la cité. Permettez-moi de souhaiter j'aurais bien voulu souhaiter la bienvenue à ma collègue Monique Oupkong qui était supposée faciliter cette séance à mes côtés, mais malheureusement, elle n'a pas pu être présente parmi nous aujourd'hui, donc vous allez devoir me supporter tout seul. Étant donné que je me trouve au Canada actuellement, permettez-moi également de souligner l'importance de cette séance qui est organisée aujourd'hui à l'occasion de la cinquième commémoration de ce qui est connu comme le Orange Shirts Day, la journée des chemises oranges. Et pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, permettez-moi juste de vous donner une idée très rapide de ce que cette commémoration veut signifier. C'est au fait la commémoration d'une jeune fille, Jack Webstan, qui, il y a quelques années, euh, attendait impatiemment son premier jour d'école, sa rentrée à l'école. Et elle se rappelle comment ses parents lui avaient acheté des chemises juste pour la rentrée scolaire. Elle était impatiente donc de se lancer sur cette nouvelle voie. Elle attendait impatiemment de mettre ses nouvelles chemises, mais euh, malheureusement, ces chemises lui ont été prises très rapidement. Elle n'a jamais eu la chance de les mettre. Cela pourrait vous donner l'impression que c'est l'histoire juste d'une chemise ratée, mais au fait, cela résume l'histoire de beaucoup de communautés autochtones qui euh, sont privées de leurs droits, qui sont privées de leur liberté. Beaucoup de communautés qui vivent sur cette terre, mais qui sont privées de leurs droits et de leur liberté. Des centaines célèbres et commémorent cette journée qui est aujourd'hui connue comme la journée nationale des chemises oranges. C'est une journée pour reconnaître les droits et les libertés des communautés autochtones dans notre vie quotidienne. Avant de lancer ce webinaire, je voudrais vous informer que l'interprétation est disponible vers le français, le portugais et l'espagnol. Vous pouvez accéder les différentes langues à travers l'icône en forme de globe en bas de votre écran. Donc, en cliquant sur ce bouton, vous pourriez avoir accès à l'interprétation en anglais, en français, en portugais et en espagnol. La transcription est également disponible. C'est une transcription générée par intelligence artificielle. Donc, je vous prie d'excuser toute erreur. Nous avons un très grand nombre de participants et participantes aujourd'hui. Nous sommes très contents et ravis de vous avoir tous et toutes parmi nous. Mais en raison du grand nombre, il se peut que nous n'ayons pas assez de temps pour prendre toutes vos questions. Nous allons consacrer un peu de temps pour les questions et réponses à la fin de la séance. Je vous prie d'inscrire les questions que vous pourriez avoir dans la case messagerie ou dans la case Q&A afin que nous puissions
y répondre. Si votre question s'adresse à un panéliste particulier, je vous prie de mentionner cela par écrit également dans la case Q&A. Vous allez également remarquer que dans la case Q&A, vous avez également l'option de euh, lever le pouce, de baisser le pouce. Donc, c'est un moyen d'exprimer votre appui à une certaine idée également qui serait partagée lors de cette séance. Donc, c'est un moyen également de participer à la discussion à travers ces emojis-là. Toutes les présentations qui seraient utilisées aujourd'hui dans la séance seraient partagées avec vous également. Au cas où vous faites face à des problèmes techniques avec, que ce soit avec Zoom ou avec quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner dans la case messagerie et nous allons faire de notre mieux pour régler le problème. Enfin, dans la case messagerie, je vous prie également de vous introduire, de vous présenter. Donc, quel est votre nom, l'organisation que vous représentez, où est-ce que vous vous trouvez actuellement, de quelle communauté, à quelle communauté locale appartenez-vous, etc. Donc, nous serons également ravis de voir une telle interaction dans la case messagerie. Avant de passer à nos panélistes, permettez-moi de remercier les bailleurs de fonds grâce auxquels nous avons pu organiser la séance d'aujourd'hui. Donc, après toutes ces informations logistiques, permettez-moi de passer en revue les objectifs de notre séance d'aujourd'hui. Donc, nous allons passer notre temps dans ce séminaire, dans l'exploration de différentes expériences de lutte contre le VIH-Sida dans les communautés et par les communautés autochtones. Donc, certains panélistes vont parler de d'approche médicale, d'approche intersectorielle avec les communautés LGBTQ. Certains vont parler de certaines recherches qui ont été menées. Nous allons donc parler de l'histoire de colonisation dont ont souffert les communautés autochtones. Nous allons nous pencher sur les solutions alternatives dans la lutte contre le VIH-Sida et nous allons essayer de partager des expériences de partout dans le monde. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, nos panélistes comprennent des experts et des personnalités très spéciales, très exceptionnelles. Trevor Stratton du Canada, Michelle Tobin de l'Australie, Beth Sua de Gives du Mexique, Roberto Orellana des États-Unis et Randy Jackson du Canada. Je remercie également nos panélistes d'avoir bien voulu faire partie de ce webinaire. Permettez-moi d'introduire notre premier panéliste, Trevor Stratton, qui est le membre de la communauté donc membre de la communauté Mississaugas, et il va nous partager son expérience. Merci beaucoup. Je m'appelle Trevor Stratton. Je travaille pour le réseau CAN, un réseau qui travaillait particulièrement dans la lutte contre le VIH et récemment nous avons élargi l'ampleur de notre travail pour inclure également la tuberculose. Depuis 2011 et jusqu'en 2023, j'étais le coordinateur du groupe de travail international autochtone luttant contre le VIH-Sida au nom de CAN, de CAAN, du réseau CAAN.
J'ai grandi au sein de cette communauté où j'ai toujours vécu. Aujourd'hui, j'ai même bâti ma propre maison. Mon euh, père était connu sous le nom de Mississauga Mishashnabe. Je vis avec le VIH depuis quelques années. Je voudrais reconnaître qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation, donc la journée où les droits des communautés autochtones ont été reconnus. Donc, je travaille aujourd'hui, alors que c'est un jour férié ici au Canada, pour commémorer les droits des communautés autochtones au Canada. Le groupe de travail international autochtone s'était réuni il y a quelques années et la première question que nous nous étions posée a été comment pourrions-nous définir les communautés autochtones? Et ensuite, nous nous sommes dit que, eh bien, peut-être nous n'avons pas besoin de définition. Même les Nations Unies n'adoptent pas une seule définition des communautés autochtones, mais souvent, utilise le langage ou la définition suivante. Donc, les communautés autochtones sont les communautés qui ont toujours des relations continues avec les communautés précoloniales qui se considèrent comme des communautés distinctes et elles forment des segments de la société non indépendants, mais distincts et essayent de défendre leurs territoires ancestraux, ces territoires qui sont la base de la continuité de leur existence et de l'existence de leurs systèmes légaux et de leurs traditions. Donc, telle est l'une des définitions utilisées à titre individuel, une personne autochtone, c'est un membre d'une communauté autochtone identifié en tant qu'indigène ou autochtone qui est reconnu et accepté par ces populations comme l'un de ses membres. Donc, cela dépend également de l'acceptance du groupe des communautés qui ont le pouvoir et le droit de décider qui fait partie de cette communauté. Pendant plus de 3 décennies, les communautés autochtones partout dans le monde ont euh, marcher sur cette voie qui a mené à la création du groupe de travail international autochtone luttant contre le VIH et le sida. Mais même avant cela, les communautés étaient bien organisées et étaient représentées dans les conférences internationales de lutte contre le VIH organisées par AES. En 2005, le réseau CAN a lancé la déclaration concernant l'engagement des communautés autochtones dans la lutte contre le VIH-Sida. Et c'était en 2006 à Toronto. Les communautés autochtones, même avant cette organisation formelle, étaient engagées dans les conférences internationales de lutte contre le sida, parmi lesquelles l'action collective organisée à Montréal en 1989. Donc, depuis ce temps-là, les communautés autochtones étaient déjà présentes dans tous ces mouvements, dans toutes ces actions collectives. La conférence internationale contre le sida, en ce temps-là, était euh, une chance pour les scientifiques de se retrouver les uns avec les autres pour échanger leur sagesse et pour les mettre sur papier dans leur déclaration de presse. Les personnes vivant avec le VIH n'étaient
pas vraiment, on n'était pas réellement représentés dans ces conférences-là. Les personnes vivant avec le VIH étaient réduites à des chiffres, à des nombres et des statistiques. Et afin de pouvoir participer à ces conférences, les personnes vivant avec le VIH devaient payer une cotisation de $500. Donc, c'était le cas jusqu'en 1989, jusqu'à cette action collective à Montréal, où nous avons vu un rassemblement des populations vivant avec le VIH afin de lever la voix, afin de reprendre leur droit d'être représentés dans ces conférences. Les communautés autochtones y étaient présentes. Nos collègues de partout du Canada étaient présentes dans cette action collective de 1989 à Montréal. Et vous pouvez voir ici certaines dates qui ont marqué notre action collective. En 2005, donc, l'appel à l'action, la charte de Toronto, je ne vais pas tout lister, mais depuis 2005 jusqu'à 2008, 2010, 2012, cette liste finit en 2020, mais je peux vous dire que ces dates continuent à Montréal 2022, Munich 2024. Donc, nous étions présents dans tous ces événements. En 2006, nous avons lancé une déclaration commune connue sous le nom de la Charte de Toronto. Et voilà le logo que nous avions créé pour les 3 premières conférences de lutte contre le VIH-Sida. Un logo qui a été lancé en 2006 lors d'une conférence organisée également à Toronto, le territoire de ma propre communauté. Et je me rappelle, lors de cet événement, nous avions également un espace particulier, un espace spécial pour nous. Donc, la zone des communautés autochtones vivant avec le VIH. Nous étions également présents au Mexique. C'était la seule conférence que j'ai ratée. Donc, je n'ai pas pu être présent lors de cette conférence, mais vous pouvez juste avoir une idée que de la représentation des communautés autochtones à travers cette zone spécifique pour les communautés autochtones dans le cadre de ces conférences. Ici, nous voilà à Vienne en 2010. Nous n'avions pas d'espace dans le village global parce qu'en Autriche, nous n'avions pas de communauté autochtone pour bâtir un partenariat avec. Mais ce que nous avions fait, euh, cette année-là, nous avions en effet euh, mis l'accent sur les plans stratégiques pour l'engagement des communautés autochtones. Un plan qui a été élaboré pour la période s'étalant entre 2011 et 2017 et appelant à l'inclusion significative des communautés autochtones. Un document appelant pour une vraie représentation des communautés autochtones, pour de meilleures données, pour la capacitation, le développement et pour la promotion des approches autochtones euh, pour ce qui est de la santé. Ces activités-là et les objectifs de ce plan stratégique étaient donc euh, d'accompagner ce groupe afin qu'il devienne une organisation internationale. Ici, vous pouvez nous voir à Washington, D.C. en 2012 dans notre zone de réseautage. Donc, c'était la 4e fois où nous participions au village global à travers cette zone de réseautage des communautés autochtones. Les conférences de lutte contre le sida ne sont pas les seules plateformes où les communautés autochtones se retrouvent parce que nous sommes également présents lors des forums permanents de l'ONU sur les questions concernant les communautés autochtones. Et nous avons souvent des interventions également lors de ce forum-là.
Je crois que cette photo date de 2002 ou 2003 où nous avons euh, présenté une intervention commune, jointe, et nous avons appelé à la mise en place d'un groupe technique de travail sur les droits reproductifs des communautés autochtones. Et l'année suivante, en effet, l'ONU a mis en place un groupe d'experts, une réunion de groupe d'experts sur les droits sexuels et les droits de reproduction des communautés autochtones. Un grand projet de recherche global a été également financé et nous avons également mis en place différents groupes de recherche parmi les communautés autochtones dans différents pays. Et une recherche globale a été menée sur les droits sexuels et les droits de la santé reproductive au sein des communautés autochtones. Et nous sommes vraiment très reconnaissants pour cet effort. Nous avons également participé au programme international de l'ONU pour la lutte contre le VIH-Sida. Nous avions également un siège au sein de l'ONU-SIDA. Nous Nous n'avions jamais vu des initiatives ciblées de la part de l'ONU pour les communautés autochtones, mais je crois que nous avons fait très bien de lever la voix des communautés autochtones et de mettre l'accent sur les efforts déployés par les communautés autochtones dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous n'avions certainement pas eu le financement auquel on s'attendait et duquel on avait besoin, mais nous n'avons jamais baissé les bras. Nous avons également été présents au sein de l'Organisation internationale du travail et nous avons travaillé avec des partenaires en Ouganda pour lancer des projets de médecine autochtone afin de commercialiser ce genre de médecine alternative également. Euh, Nous avons travaillé au Népal dans le cadre de projets euh, de tissage traditionnel autochtone. En 2000, donc jusqu'à maintenant, nous avons saisi toutes les opportunités pour être présents, pour être représentés. Aujourd'hui, nous savons tous que le financement multilatéral devient de plus en plus difficile à décrocher. Nous avons tous entendu parler d'une certaine possibilité que ce financement multilatéral s'éclipsera d'ici 2026. Donc, nous euh, témoignons tous de ce déclin petit à petit du financement international et multilatéral, mais nous continuons d'appeler et de solliciter les Nations Unies à nous venir en aide, à nous avancer leur appui, leur soutien. Nous allons être présents lors de la conférence de Rio de Janeiro de 2026. Nous allons toujours être présents là où nous devons être. Merci beaucoup, Daryl. Je vous remercie tous et toutes de votre attention. Merci beaucoup, Trevor, donc d'avoir passé en revue euh, tous vos efforts, mais également d'avoir mis l'accent sur ce qui nous reste à faire. Permettez-moi de présenter notre deuxième panéliste. Donc, nos panélistes vont répondre à des questions
à différentes questions que nous leur avons posées lors de la phase préparatoire à ce webinaire. Notre prochaine panéliste est Michelle Tauben, qui a dédié sa vie dans la lutte pour les droits des communautés autochtones et notamment les communautés qui luttent contre le VIH-Sida. Michel va répondre à la question suivante. Quels sont les défis auxquels font face les communautés autochtones aujourd'hui? Je crois que le premier problème que je vais souligner est l'absence de communication. Donc, l'absence de communication, le manque de communication, le manque de ressources disponibles aux communautés autochtones. Notamment si l'on compare avec les ressources disponibles à d'autres communautés. Donc, il est très difficile pour nous de disséminer, de communiquer avec les communautés, les autres communautés au sens large. Donc, quelles que soient les ressources ayant été élaborées et développées dans les communautés non indigènes, ce sont des ressources qui ne nous sont pas accessibles, qui souvent ne nous sont pas adéquates. Pourquoi? Eh bien, parce que nous n'avons pas accès à ces ressources en raison de barrières linguistiques ou autres. Cet accès limite également notre accès au financement, par exemple. Comme Trevor vient de le dire, dans le cadre des conférences de l'IAS, nous avons été capables de créer notre propre zone de réseautage, d'être ensemble. Nous avons été capables d'être ensemble, d'échanger, de travailler ensemble, d'utiliser les outils disponibles, les outils qui ont réussi dans certains contextes, mais peut-être pas d'autres. J'ai participé à la conférence de l'AES en 2023 et j'ai participé également à cette zone de réseautage. J'ai fait partie de plusieurs processus. Et Et j'ai vu comment euh, ce genre de partenariat facilite également la communication, facilite la sensibilisation. J'ai acquis beaucoup d'outils et de façons afin de faire parvenir l'information également à ma propre communauté, notamment aux personnes vivant avec le VIH sur la transmission et lorsqu'il y a un risque ou pas. Donc, en plus de cela, bien sûr, les communautés vivant avec le VIH font face à des défis supplémentaires, notamment des défis sanitaires, des défis concernant leur santé, particulièrement parmi les populations âgées. Donc, nous avons besoin de beaucoup d'efforts pour la sensibilisation, pour transmettre les bonnes informations, la bonne connaissance sur le traitement, sur la transmission et autres. Je sais personnellement que cela cause un problème. Et moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité d'avoir ces conversations, d'acquérir des connaissances que je n'avais pas, des informations que je n'avais pas et qui m'ont aidé vraiment à survivre avec ma séropositivité. Donc, il est très important d'avoir accès à des fournisseurs de soins. Il est très important de comprendre ce qui se passe dans notre propre corps. Les personnes vivant avec le VIH ont besoin de savoir ce qui se passe dans leur corps. Ils ont besoin d'être écoutés par les fournisseurs de soins. Une autre question importante est également relative à l'accès aux fournisseurs de soins. Je sais qu'ici en Australie, nous avons des services médicaux fournis. Toutefois, souvent pour les communautés autochtones, il est très difficile d'avoir accès à ces services-là.
Et j'assume que c'est le cas également partout dans le monde lorsque vous n'avez pas accès à un service de soins, lorsque vous n'avez pas accès à un spécialiste en matière de VIH. Cela, bien sûr, aggrave votre situation et aggrave le risque au sein de votre communauté. Et je crois que cela affecte tout le monde. Je crois que c'est le même cas partout, que ce soit en Amérique ou partout. Donc, cela, bien sûr, affecte la possibilité d'accès au traitement. Et je crois que ce dont nous avons besoin, c'est euh, d'avoir cet accès tout en conservant ce que nous sommes, tout en conservant nos traditions, nos convictions, etc. Et je crois que cela requiert d'entrer en communication avec les experts légaux, avec les politiciens, avec tous les décideurs. D'ici 2025, mais plusieurs ressources financières ne cessent de réduire puisque le VIH n'est plus un grand risque pour toutes les personnes, alors que ce n'est pas le cas parmi les communautés autochtones euh, où un seul cas pourrait être dévastateur. Nous avons besoin de mettre l'accent sur le problème des personnes qui n'ont pas été testées, qui n'ont pas été diagnostiquées. Nous avons leur assurer l'accès au traitement sont disponibles. Ceci va nous permettre d'éliminer la stigmatisation et ceci va aussi assurer un accès limité aux fournisseurs de services de santé. Ceci va vraiment changer des personnes nouvellement diagnostiquées et qui sont incapables d'avoir accès à des médecins. Je pense que ceci est essentiel, notamment à la lumière des défis auxquels nous avons fait face dernièrement. La conférence internationale pour le VIH est une plateforme exceptionnelle qui nous permet de partager nos expériences. Moi aussi, je vis avec le VIH depuis 35 ans et j'ai vécu dans des périodes de stigmatisation et de discrimination. J'ai deux filles, une fille qui a 36 ans, une fille qui a 31 ans et qui a deux filles et un garçon. Pour cette raison, je voulais pris le risque d'avoir des enfants. Nous ne savions pas à dans quelle mesure ceci était dangereux, mais aujourd'hui, il nous reste beaucoup à faire et nous ne parvenons pas de le faire en raison de la stigmatisation.
Merci beaucoup. Merci d'avoir parlé de l'importance du langage et de la sensibilité culturelle aussi dans la réponse aux besoins des communautés autochtones et dans le cadre de la riposte au VIH. Je voudrais donner la parole maintenant au prochain panéliste, Dr. Oriana. Dr. Roberto Oriana, je vous donne la parole. Il a travaillé à l'Université de Washington. Et Michel parlait de cette sensibilité culturelle. Nous savons que les communautés autochtones ont beaucoup d'expériences riches et c'est pour cette raison que je voudrais vous demander comment les systèmes de savoir traditionnels et la biomédecine peuvent-ils être assemblés pour que ces deux systèmes coexistent ensemble? Merci beaucoup, Darrell. Merci de votre présence, mesdames et messieurs. Merci d'avoir participé à cette réunion avec nous. Ce qu'a dit Michel est très important et je voudrais vous rappeler il existe 500 millions de personnes autochtones dans tous les continents, partout à travers le monde. Nous avons parlé de la colonisation durant les derniers siècles, mais je pense que malgré tout ceci, nous sommes toujours là. Nous avons survécu au cours de l'histoire et nous avons eu accès à une sorte de service de santé. Parfois, nous réfléchissons au système ancien, aux certains traitements magiques qui ont été utilisés par certaines communautés. En tout cas, nous avons pu prendre soin de nous-mêmes, de nos familles et de nos communautés. Ceci nous a permis de survivre des centaines de milliers d'années. Et c'est pour cette raison que les traitements autochtones ont toujours existé et restent toujours une partie essentielle des services assurés aux autorités, aux communautés autochtones. Depuis quelques années, nous avons déjà parlé de ce concept. Nous avons parlé des traitements antirétroviraux et nous, les humains, avons créé ces traitements. Donc, nous avons réfléchi à la nécessité de rassembler plusieurs systèmes de traitement. Il nous semble que c'est la chose la plus logique. Et nous avons voulu donc essayer d'exécuter ceci au sein des communautés autochtones qui partent toujours pour visiter les soignants traditionnels pour se faire traiter de manière quotidienne. Et nous sommes venus pour y ajouter cette dimension médicale. L'essentiel de ce cadre est de regarder ceci sous l'angle du VIH. Donc, il y a les traitements rétroviraux, mais auxquels plusieurs personnes ne peuvent pas accéder en raison de la discrimination, de la stigmatisation. Et nous savons aussi que le système de soignement autochtone est plus global, plus accessible, non seulement pour les communautés autochtones, mais pour toutes les sociétés. Nous faisons ceci depuis des dizaines d'années. Prenez l'exemple de l'acupuncture. Il s'agit donc d'une méthode de soigner très ancienne.
que nous pouvons ajouter à ces nouveaux systèmes de santé pour pouvoir créer cette alliance pour que toutes les communautés en profitent. Trevor a parlé du fait que nous sommes toujours en train de remarquer que la stigmatisation et la discrimination dans le cadre du traitement du VIH, nous pouvons réduire donc cette stigmatisation et cette discrimination vis-à-vis des communautés autochtones et des personnes vulnérables pour que les personnes aient accès à ces médicaments qui sauvent des vies. Je vous appelle donc à réfléchir aux différentes manières à travers lesquelles nous pouvons assurer donc cette guérison traditionnelle, que ce soit à travers l'alimentation, l'exercice. Il ne s'agit pas d'un concept très difficile à comprendre pour pouvoir créer ces alliances dans notre vie quotidienne. C'est un traitement à pouvoir curatif. Et ceci s'avère très logique. En effet, il faut que les personnes reçoivent les informations de manière appropriée et je suis prêt à répondre à vos questions plus tard. Nous allons donner la parole, excusez-moi, à notre prochaine panéliste qui vient du Mexique, Madame Gallegos, et qui est secrétaire du groupe pour la région de l'Amérique latine. Nous allons vous poser une question concernant l'intersectionnalité. Quelle est la situation des personnes LGBT dans les euh, communautés autochtones et quels sont les défis auxquels vous faites face? Bonjour, bonsoir à tous. Je viens du Mexique. Comme vous m'avez introduit, nous faisons face à trois barrières dans le cadre de la biodiversité culturelle. Je voudrais parler de la dimension culturelle, la colonisation, l'homophobie. Nos cultures ont plusieurs visions différentes concernant la communauté LGBTQ. Nous nous identifions à cette communauté dans l'Amérique latine et la dernière vision que nous avons en termes d'orientation sexuelle et d'identité euh, euh, représente donc est représentée par plusieurs communautés autochtones de la région. Il s'agit d'une diversité sexuelle, d'une discrimination, euh, des pressions exercées par la famille peut-être et les amis et ceci donc peut causer l'homophobie, le racisme et la stigmatisation du VIH. Il faut donc assurer une réponse pour pouvoir éviter cet impact. Le manque de services de santé et l'absence d'employés entraînés
En effet, ces personnes n'ont pas accès aux informations mises à jour concernant le VIH, la prévention et la disponibilité des médicaments. Toutes ces informations doivent être publiées en notre langue autochtone, puisqu'il existe plusieurs personnes qui n'ont pas accès aux médicaments antirétroviraux en raison du manque de ressources financières. Et dans le cadre de ce chaos, les communautés ou les leaders communautaires résistent. Et nous sommes en train de nous organiser pour ceux qui travaillent sur le terrain, par exemple. Mais ceci n'est pas soutenu par les la communauté internationale. Nous remarquons l'augmentation de la vulnérabilité au sein de nos communautés en raison de la discrimination sexuelle et de la discrimination vis-à-vis de l'identité sexuelle. Et nous sommes doublement discriminés puisque nous faisons partie de ces communautés autochtones. Nous souffrons d'un manque de visibilité, de statistiques et de maladies ou d'études épidémiologiques. Il n'existe aucune base de données qui reflète l'identité du genre et ceci crée bien évidemment un problème au niveau des droits de l'homme. Qu'attendons-nous au niveau communautaire? Nous voulons bien évidemment respecter nos traditions autochtones. Nous avons besoin d'entraîner des personnes qui puissent devenir des agents de changement qui utilisent l'éducation en nous concentrant sur l'utilisation de notre propre langue autochtone. Ceci peut se faire à travers une série d'ateliers de formation qui ciblent les fournisseurs de santé au sein des communautés autochtones. Nous avons besoin de nous concentrer de même sur les droits de l'homme et sur les services pour le VIH ainsi que les services de santé mentale. Nous avons besoin d'être reflétés au niveau de la collecte des politiques pour de la collecte de données, excusez-moi, pour le développement de politiques et pour le développement de programmes qui ciblent ces groupes divers ethniquement et culturellement. Nous ne pouvons pas faire face au VIH sans faire face à la discrimination. C'est un devoir et les solutions ne doivent pas uniquement émaner du système occidentale, nous avons besoin de regagner nos propres traditions et respecter nos propres peuples. Nous pouvons entreprendre des actions qui sauvent des vies, mais nous ne pouvons le faire qu'en intégrant les communautés autochtones. Ils essayent de nous de donc de mettre fin à notre voix et le silence tue. Nous risquons d'être exterminés. Vous avez besoin de développer les solutions avec les communautés autochtones. Et ça fait plusieurs années que nous sommes dans une bataille contre le VIH, mais aujourd'hui, il existe des personnes de certaines communautés autochtones qui font face au risque d'extinction. Merci beaucoup. Merci, je vous remercie de votre intervention et d'avoir parlé de manière très passionnée à l'audience.
Vous avez parlé de la nécessité de mettre l'accent sur ce problème en tant qu'un problème de droits de l'homme et je suis totalement convaincue. Merci encore une fois de votre réponse. Nous allons revenir à l'anglais. Je vous donne la possibilité de changer le canal d'interprétation. Notre quatrième et dernier panéliste est Randy Jackson. Euh, il est professeur associé à l'École des travaux sociaux euh, dans la faculté de politique sociale ici au Canada. Je voudrais vous poser une question, Randall. Quelles sont les meilleures pratiques qui peuvent être utilisées pour intégrer les peuples autochtones dans la recherche pour le VIH et dans d'autres domaines? Pourquoi est-il important de mettre l'accent sur ce sujet sur les plateformes académiques et dans ces groupes et ces conférences? Bien sûr, nous sommes en train de parler de meilleures pratiques pour intégrer les populations autochtones dans les recherches de manière générale. Lorsque vous parlez d'intégration, il ne s'agit pas de l'inclusion d'un système, l'inclusion dans un système qui a éliminé la vie autochtone. Nous ne pouvons pas assurer l'intégration sans reconnaître le fait que ces communautés sont à leur tour créatrices de savoir et productrices de savoir. Il faut donc mettre l'accent sur cette relation de responsabilisation. Le savoir autochtone n'est pas un produit, il s'agit de pratiques quotidiennes, il s'agit d'une vie et c'est pour cette raison que faire des recherches dans ces communautés doit se faire à travers l'engagement envers ces communautés, des communautés qui sont toujours présentes et qui seront toujours présentes et qui vont hériter de cet apprentissage. C'est pour cette raison que nous avons besoin de respecter les protocoles culturels, la responsabilité et la souveraineté des données autochtones. Je suis en train d'explorer l'idée du refus. Le refus n'est pas ne représente pas le fait de rejeter le savoir. Il s'agit d'une idée qui est ou qui repose sur la consommation, mais parfois le savoir sacré n'est pas nécessairement partagé dans le cadre des conférences. Et pour honorer ce refus, nous avons besoin donc, ou nous passons nécessairement par la nécessité d'honorer donc cette indépendance. Euh, dans le contexte de ces défis auxquels nous sommes en train de faire face, je crois que le travail que nous sommes en train de faire, et notamment dans le cadre de STBBI. Donc, il s'agit d'un concept qui parle non seulement de risque, mais de souveraineté, d'intimité et d'épanouissement. Donc, dans ce centre, nous avons développé un cadre théorique qui parle du passé, des apprentissages du passé qui a considéré comme sacré la sexualité. Donc, ceci nous permet de changer notre idée de la sexualité aujourd'hui. En effet,
Nous devons libérer la sexualité de la stigmatisation coloniale, puisqu'il s'agit de deux esprits qui sont en train de communier ensemble. Nous devons donc mettre l'accent sur la nécessité euh, de développer l'épanouissement relationnel et la continuité culturelle. Et c'est pour cette raison que ces recherches doivent être publiées dans les références académiques. Roberta en a parlé à son tour, puisque ceci transforme le fait que la recherche n'est pas uniquement analytique, mais relationnelle. Il ne s'agit pas uniquement de découverte, mais de responsabilité. Et ceci donc met l'accent sur les nouveaux horizons où le savoir peut soutenir l'avenir et sauver des vies. Il s'agit donc d'une question de justice. Plusieurs voix autochtones ont été marginalisées et nous en avons écouté certains exemples aujourd'hui. Les scolarités aussi autochtones peuvent enrichir ce discours puisqu'il s'agit d'un sujet global et transformateur. Donc, je pense que les recherches ouvrent la voie vers un futur ou un avenir où la réponse commence par l'épanouissement et où le refus est un droit souverain puisque nous sommes en train de parler d'un futurisme sexuel, non en tant que survie, mais aussi en tant que vecteur d'un environnement sain. Il faut que les communautés autochtones soient intégrées dans les recherches et ces recherches doivent être même dirigées par les communautés autochtones. Il faut que ces recherches transforment la recherche en tant que telle. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. J'apprécie vraiment votre participation et je crois que vous avez parlé si bien, si éloquemment de la souveraineté des données, de l'importance de recherches menées par les communautés autochtones. Et je vois déjà dans la case messagerie des réactions également sur l'importance de ces concepts-là, de ces idées-là. Merci beaucoup, Andy. Donc, je passe à la période des questions-réponses. Donc, le temps consacré aux questions-réponses. Je remercie tous ceux et celles qui ont déjà posé leurs questions dans la case Q&A. Il nous reste 20 à 25 minutes pour une discussion ouverte. Et ici, j'invite tous nos panélistes également à participer. Donc, je vais inviter nos panélistes à activer leur caméra et je vais demander également à ceux et celles qui ont des questions supplémentaires de les inscrire, s'il vous plaît, dans la case Q&A. Je crois que la première question s'adresse à vous, Roberto. Donc, une question concernant les
la médecine alternative et la médecine traditionnelle en Afrique, qui souvent leurrent les bénéficiaires. Donc, comment pouvons-nous aider les bénéficiaires à profiter de la médecine alternative et notamment celle des communautés autochtones sans pour autant être leurrés et sans pour autant être offensés également? Donc, je commence par euh, reconnaître le savoir, la confiance des communautés autochtones. Donc, beaucoup d'entre nous ont survécu en raison de notre résilience, en raison de notre force. Donc, et beaucoup d'entre nous savent faire la différence entre le vrai et le faux, entre la médecine traditionnelle et entre la contrefaçon. Et nous savons tous que nos ancêtres maîtrisent la médecine traditionnelle. Donc, et je crois que les guérisseurs traditionnels existent encore parmi nous, parmi nos ancêtres, parmi nos grands-parents. Et ils n'ont jamais causé aucun problème. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un problème autour de cela. Je crois que notre devoir est au contraire de promouvoir le travail des guérisseurs traditionnels, de promouvoir également la transmission de ce savoir de génération en génération. Je crois qu'il est de notre devoir de maintenir ce savoir, de le préserver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts afin de bâtir et de prendre les meilleurs outils disponibles, les meilleures méthodes disponibles et de les développer. Et beaucoup de ces méthodes sont des méthodes traditionnelles et nous viennent de guérisseurs traditionnels. Donc, je crois que qu'il est de notre devoir de les préserver. Merci beaucoup, Roberto. Je crois qu'il y a une question qui s'adresse à tous les panélistes. Donc, il y a eu beaucoup de questions dans la case messagerie, des questions communes qui tournent autour de la stigmatisation, de l'autostigmatisation et comment cela affecte toutes les personnes affectées par le VIH et particulièrement les membres des communautés autochtones qui ont également subi la colonisation et aujourd'hui subissent la discrimination partout dans le monde. Donc, je ne sais pas qui parmi nos panélistes voudrait parler de cette question-là, de ce grand problème. Comment pouvons-nous faire face à la stigmatisation et la discrimination contre les communautés autochtones et notamment les personnes vivant avec le VIH? Et que pouvons-nous faire pour contrebalancer cette stigmatisation et cette discrimination? Je crois que l'autostigmatisation est un comportement très commun et je crois que c'est le résultat de beaucoup de circonstances sociales. Souvent, nous sommes élevés de façon à accorder beaucoup d'attention et d'importance à ce que les gens pensent, à ce que les gens disent. Donc, nous accordons vraiment beaucoup d'attention aux sentiments des autres et aux idées des autres. Et j'ai personnellement eu de telles expériences où les gens autour de moi, des gens que je croyais mes amis, euh,
ne m'avait pas accepté tel que je suis, n'avait pas accepté les amis que j'ai sur les médias sociaux même. J'ai essayé de transmettre le message de You equals you. Et j'ai essayé de transmettre également cette information que le VIH ne pourrait pas être transmis n'importe comment, et n'est pas transmis aussi facilement qu'il le croit. Mais cela n'a pas souvent aidé. Et je crois que quand ces circonstances viennent s'ajouter à une mentalité déjà existante, à la façon dont nous avons été élevés, à l'attention que nous accordons déjà préalablement aux autres, à leur opinion, à leur comportement, je crois que que tout cela génère cette autostigmatisation. Souvent, nous ressentons également le poids du VIH, du fait que nous sommes des personnes qui vivent avec le VIH. Nous devons savoir comment traiter avec, par exemple, les effets du décès des proches, des amis qui vivent avec le VIH, qui sont autour de nous. Donc, tout cela vient s'ajouter au poids qui nous pèse lourd, aux problèmes qui pèsent lourd sur nous. Et permettez-moi d'ajouter également que euh, le traitement ne discrimine pas, que le virus ne discrimine pas. Donc, qui perpètre cette discrimination? Ce n'est pas le virus, ce n'est pas le traitement, mais c'est l'être humain. Lorsque les personnes vivant avec le VIH s'adressent aux cliniques, c'est là-bas qu'elles font face à la discrimination. Donc, la discrimination est un acte humain. Et je retourne à la première question. Lorsque nous avons recours aux guérisseurs traditionnels, et les guérisseurs traditionnels qui nous connaissent, qui savent qui nous sommes, cela fait toute la différence parce que ces guérisseurs, ils nous connaissent depuis qu'on était enfant, depuis qu'on était, ils connaissent notre famille. Et je crois que si nous procurons ces traitements antirétroviraux aux guérisseurs traditionnels, eh bien, je crois que cela résoudra une grande partie du problème parce que les personnes vivant avec le VIH au sein de la communauté autochtone n'auraient plus à sortir de la communauté pour avoir accès à leur traitement. Si nous procurons vraiment une centaine de boîtes de traitements antirétroviraux aux guérisseurs traditionnels, cela résoudra la moitié du problème. Le VIH est une épidémie et déjà cela vient avec sa propre stigmatisation. Donc, et avec toutes ces idées préconçues autour des personnes vivant avec le VIH, et nous savons tous toutes ces idées préconçues et tout ce qui est dit des personnes vivant avec le VIH. Donc, cela vient déjà avec sa stigmatisation. En plus, il existe des communautés qui sont déjà marginalisées et ces communautés-là sont les voies les plus faciles pour la transmission de ces épidémies. Et les communautés autochtones vivent souvent à la marge de la société parce que souvent elles sont privées d'accès à leur propre système de santé. Beaucoup d'entre eux se trouvent obligés de travailler dans le domaine du sexe. Il y a beaucoup également d'hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, déjà vivant à la marge de la société et déjà faisant partie de communautés encore plus vulnérables, cela va aggraver et va doubler le degré de vulnérabilité
auxquels sont exposés les membres des communautés autochtones. Donc, et je crois que les pères sont les meilleurs pour travailler avec leurs pères. Les usagers de drogue sont les meilleurs qui puissent travailler avec d'autres usagers de drogue. Les travailleuses de sexe sont les meilleures qui puissent travailler avec les autres travailleuses de sexe. Pourquoi? Eh bien, parce que ces pères-là comprennent les valeurs des autres, comprennent le comportement des autres, comprennent la situation des autres. C'est là que nous nous sentons en sécurité avec nos pères. Et je crois que euh, c'est ce que Roberto essayait de dire également. Donc, je n'entends pas souvent que la stigmatisation est un produit de systèmes coloniaux. Pourtant, nous, en tant que communauté autochtone, nous avons survécu des centaines d'années de colonialisme et beaucoup se demandent comment nous avons pu survivre cela. Eh bien, en parlant de stigmatisation, certes, cela ne se limite pas aux communautés autochtones. Les personnes vivant avec le VIH sont également parmi les communautés les plus exposées à la stigmatisation, à la discrimination. Mais la même question se pose. Comment est-ce que ces communautés surmontent cela? Eh bien, en résistant par leur résistance, par la reformulation de ces formes de stigmatisation, de cette discrimination, euh, par la transformation de cette discrimination. Et je crois qu'il serait vraiment très intéressant de voir, de regarder la façon comment les communautés autochtones et notamment les personnes vivant avec le VIH au sein de ces communautés résistent à la stigmatisation et à la discrimination et comment comment cette résistance s'ancre dans un cadre de valeurs, dans un cadre de conviction que nous ne sommes pas définis par notre séropositivité, mais nous sommes définis par notre force, par notre capacité à mener notre propre avenir. J'ai voulu mettre l'accent sur ce qui a été dit en ce qui concerne le travail avec les pairs pour expliquer ce qui a été fait. Nous avons des pairs, leaders, femmes dans le groupe de LGBT. Nous travaillons à travers les pairs dans un réseau. Il s'agit d'un outil très important pour nous qui luttons contre le VIH, la stigmatisation et la discrimination, et pour assurer le soutien émotionnel aussi, dans le but de travailler avec nos populations. Donc, nous savons, comme nous le disons au Mexique, nous savons quels sont les outils disponibles pour faire notre travail d'une meilleure manière. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bas. Je vais passer maintenant à des questions que nous avions reçues lors euh, de l'enregistrement. Je pense que Trevor y a répondu. Y a-t-il un réseau international qui englobe les peuples autochtones et la communauté de recherche et de fournisseurs de santé? Je pense que vous avez parlé de ceci, Trevor. Avez-vous quelque chose à ajouter? Il s'agit d'un train très intéressant par lequel nous passons depuis plusieurs années vers 2011, le gouvernement du Canada a soutenu notre organisation CAN afin qu'elle soit le secrétariat du groupe de travail international pour les communautés autochtones. En espagnol, on l'appelle RETIF.
Pétis, excusez-moi. Donc, le financement de ce travail, de ce groupe de travail, a été en déclin depuis 2023. Mais depuis, nous sommes toujours en train de travailler avec l'ONU-SIDA et de participer aux conférences internationales, mais nous n'avons pas le financement pour être nous-mêmes les hôtes. Donc, dans le cadre de ce groupe de travail international, le concept sur lequel nous nous sommes mis d'accord est le fait de passer d'une communauté autochtone à une autre. Donc, dans le cadre de ce secrétariat, de faire passer la flamme, puisqu'il est très difficile de faire du volontariat à l'échelle internationale. Ceci est très coûteux pour organiser des webinaires comme celui-ci. Ces ressources sont actuellement non disponibles, mais depuis que nous avons élargi notre mandat, nous sommes en train de réfléchir au financement possible. Nous devrions peut-être nous concentrer sur l'hépatite virale, le paludisme et autres maladies pour pouvoir utiliser les voies qui doivent être utilisées dans le but de construire le savoir au sein des communautés autochtones, au lieu d'avoir un seul chemin qui nous mène vers la rivière ou vers le désert, un chemin indépendant pour le paludisme, un autre pour l'hépatite. Nous avons décidé de créer un seul chemin, un seul groupe auquel les personnes ont confiance pour pouvoir travailler sur tous ces problèmes. Nous sommes en train de rechercher le financement et ce financement est en train d'être réduit de plus en plus. Donc, nous ne pouvons pas continuer à attendre quelqu'un venir et utiliser les outils convenables pour donner le souffle à cette activité de riposte internationale. J'espère que j'ai répondu à cette question. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais essayer tant que possible de répondre à certaines questions qui nous sommes parvenues. Je vais poser l'une d'entre elles à Randy et l'autre peut-être à Michel ou Roberto. Donc, je vais vous poser cette question qui a été posée en espagnol. Au Chili, le ministère de la Santé dit que 1% seulement des cas sont donc trouvés dans les communautés autochtones et je pense que le problème est le manque de dépistage, ce qui nous permet d'avoir des problèmes à ce niveau. Est-ce que vous pouvez répondre à l'exemple qui nous a été euh, présenté par un public du Chili. Que pouvons-nous faire selon vous, Roberto? Randy, excusez-moi. Il s'agit d'une question très difficile à laquelle nous ne pouvons pas répondre simplement. Je pense que ce qui est en train d'être compté est ce qui est important pour les personnes. Si nous ne sommes pas comptés ou comptabilisés, ceci veut dire que personne ne s'intéresse à nous dans le cadre de la conception des politiques. Et toute cette panoplie de choses qui sont en train de mettre l'accent sur l'importance d'améliorer les systèmes de surveillance. Je pense que nous devons poursuivre à exercer la pression sur les décideurs qui prennent de telles décisions. Oui, il y a un impact, il y a un impact très important sur un très grand nombre de personnes et nous ne devons pas nous en éloigner uniquement parce que c'est quelque chose de coûteux.
Et ceci ne représente pas une réponse raisonnable à ce sujet en 2025. Une question, une remarque pour faire le suivi. Dans plusieurs pays, nous devons nous mettre au travail. Si les ministères ne sont pas assez engagés, nous pouvons le faire nous-mêmes, comme nous l'avons fait au Chili, au Pérou et dans d'autres régions. Donc, uniquement pour avoir ces données épidémiologiques dont je dispose si vous en avez besoin. Donc, en tout cas, nous avons donc cette conférence IAS et je vous appelle tous à présenter vos interventions pour la conférence. Cette conférence s'est tenue au Pérou l'année passée. 50% de la population péruvienne est autochtone. Et nous n'avons reçu que deux présentations pour 4 jours. Nous sommes la Société internationale pour le VIH. Nous visitons le Pérou, la Bolivie, le Brésil, le Guatemala. Quel est le nombre de présentations qui vont se faire de la part des communautés autochtones? Si nous ne parlons pas, pourquoi le gouvernement va-t-il être engagé à nous introduire? Donc, je vous appelle à participer beaucoup à cette conférence, notamment au Brésil. Sinon, nous allons rester invisibles. Pourquoi accepter cette réalité? Merci beaucoup, Roberto. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vais terminer par une dernière question à Michel et à Bess. Je me demande si vous pouvez répondre à Anna Carolina Porto, qui nous écrit du Brésil et qui nous demande comment avoir accès aux communautés autochtones qui vivent dans des zones très lointaines, qui vivent sans électricité, sans Internet et sans services de santé. Donc, qu'en est-il de la prévention, du traitement et du dépistage précoce du VIH? Comment pouvons-nous assurer cette éducation aux communautés rurales, que ce soit au Brésil ou dans d'autres pays? Est-ce que vous pouvez y répondre très brièvement, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup pour cette question. L'un des moyens à travers lesquels nous pouvons travailler avec ces communautés serait la localisation des leaders communautaires et la nécessité de les entraîner pour travailler avec leurs pairs. L'accès à la technologie, l'accès à l'information est très difficile pour ces personnes qui vivent dans des endroits très lointains. Bien sûr, il est plus difficile d'avoir accès à ces communautés lorsque vous n'utilisez pas le langage convenable. Et c'est pour cette raison qu'il faut réfléchir donc à la bonne langue à utiliser, quelle que soit cette langue, afin que nous puissions faire notre travail. L'information doit être assurée dans la bonne langue pour qu'elle parvienne à la communauté en question. Merci, Michel. Avez-vous d'autres commentaires? Non, je suis d'accord avec Beth. Même en Australie, nous avons des autochtones qui utilisent différentes langues et qui ne sont pas nécessairement traduites vers l'anglais. Nous avons de même remarqué à travers notre travail sur la santé sexuelle qu'il faut donc organiser un contact
individualisé. Nous pouvons le faire par téléphone et nous pouvons de même faire certains roadshows dans les communautés pour parler non seulement du VIH, mais des maladies sexuellement transmissibles en général, la relation entre ces infections, le VIH et l'hépatite virale. Et mettre l'accent sur leur rôle dans le cadre de la compassion, de l'empathie, de la nécessité de soutenir la famille, puisque ces personnes ont quitté leur communauté, ont quitté leur maison en raison de leur identité sexuelle, malheureusement. Elles ont été obligées de s'éloigner. Donc, nous devons les accepter telles qu'elles sont pour obtenir le traitement. Lorsque nous parlons avec les gouvernements aussi, nous disons qu'il est important de tenir compte de l'impact du VIH pour pouvoir accéder à ces communautés. Il est de même important pour eux de comprendre que nous sommes des personnes normales parce que le VIH n'est pas quelque chose de visible et il ne discrimine pas. Il peut atteindre n'importe qui. Donc, nous devons les entraîner à ne pas discriminer leurs proches. Lorsque nous parlons de quelque chose de manière négative, nous allons leur expliquer que ce n'est pas à travers cette manière que nous pouvons en parler. C'est ce que j'apprends aussi à mes enfants et c'est ce qu'ils font à leur tour. Merci beaucoup, Michel, pour ces commentaires. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Mais comme d'habitude, nous avons reçu une série de questions très importantes auxquelles nous n'avons pas encore pu répondre, mais poursuivez votre engagement, s'il vous plaît, en attendant notre prochaine réunion. Je remercie beaucoup toutes les personnes qui ont participé à cette rencontre et tous les panélistes, Randall, Michel, Roberto et Bess. J'ai beaucoup appris de vous. Merci beaucoup. Je voudrais de même remercier les interprètes qui ont rendu ce contenu plus accessible et je remercie les participants. Sans vous, la réunion n'aurait pas été un succès. Merci encore beaucoup d'avoir parlé de ces défis liés aux communautés autochtones. Et de la sensibilité culturelle, la nécessité de tenir compte de ce concept de souveraineté. J'ai bien aimé cette approche que vous avez adoptée qui se base sur l'épanouissement et l'engagement. Merci beaucoup.